Denis Dailleux est photographe. Invité en 2022 pour une exposition monographique au musée Jean-Honoré Fragonard à Grasse, j'avais sélectionné alors uniquement ces images réalisées dans les marchés aux fleurs en Inde, véritable temple de couleurs et d'odeurs. Il faut savoir qu'avant d'embrasser définitivement la photographie, Denis a été pendant 10 ans fleuriste pour Christian Tortu. Mais son amour pour la nature et les odeurs remonte à beaucoup plus loin, son enfance dans le pays d'Anjou. Après avoir fait Portrait en fleurs, le titre de notre exposition, je vous propose aujourd'hui le portrait olfactif de Denis Dailleux, récit d'une carrière où s'entremêlent voyages, odeurs, fleurs et souvenirs. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la 2e saison de À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Denis. Bonjour Charlotte. Merci de venir à moi. Donc Denis Dailleux, tu es photographe et tu avais fait une exposition de photographie il y a 2 ans maintenant, je crois, pour la maison Fragonard, au musée Jean-Honoré Fragonard à Grasse. Une exposition autour de tes photographies réalisées en Inde et qu'on avait intitulée Portrait en fleurs. Est-ce que quand tu regardes tes images, est-ce que tu les associes à des odeurs ? Non, mais moi je le prends comme un compliment. En tous les cas, Shyamala Maison-Dieu, la parfumeur qui a créé le parfum autour de l'exposition, elle avait fait un choix très particulier puisqu'elle était tombée amoureuse d'une de tes images, tu te souviens ? Non, je me souviens plus laquelle. C'était l'image avec des tubéreuses. Ah oui. Et vous aviez découvert que vous aviez en commun cet amour de cette fleur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette tubéreuse ? Alors, oui, je suis tombé fou amoureux des tubéreuses, mais pas en Inde. Non. Je suis tombé... C'est un amour de jeunesse, presque, non ? Ouais, on peut dire. De jeune adulte. Ouais, de jeune adulte. Ouais. Je suis tombé amoureux des tubéreuses en Égypte. Bien que j'ai connu la tubéreuse avant, puisque je travaillais chez Christian Tortu, et nous vendions des tubéreuses. Et c'était vraiment comme du caviar, ça coûtait très cher. Il y avait quelques esthètes qui venaient à la boutique acheter des tubéreuses. Donc déjà, j'ai aimé la tubéreuse. C'est là que tu la découvres pour la la première découvre fois. Chez Christian Tortu. Qui est fleuriste. Il faut quand même le... Ouais, qui était le grand fleuriste des années 90 à Paris. Même qui a eu un succès international. Et je la découvre là, mais après, je la retrouve au Caire. Et au Caire, là, c'était des brassées de tubéreuses dans la rue. Donc, j'en achetais tout le temps. Je revenais tout le temps comme ça. Je me baladais, je revenais avec 3-4 tubéreuses ou des fois des brassées. La tubéreuse, c'est une fleur très complexe parce que justement, tu le disais, on la connaît pas très très bien. C'est une fleur très odorante et... Ouais, elle est même pas jolie en Non. plus. Parce que j'ai fait aussi un travail pour un magazine. Je suis allé dans les champs de tubéreuses. C'était le magazine Saveur. Je sais pas si ça existe encore. Et j'étais allé au nord du Caire faire des photos. J'avais proposé de faire un reportage sur les tubéreuses. Et les champs de tubéreuses, c'est pas très joli. En plus, là, c'est comme une herbe. De cette herbe poussent ces fleurs qui sont raides comme la justice. Mais sur la tige, là, il y a des étoiles de posées. Et ça, c'est sublime. C'est vraiment... c'est quand même magnifique, mais il faut... Alors que le porc n'est pas très... C'est pas une fleur généreuse, je dirais, dans son déploiement, parce que c'est, comme tu dis, c'est une fleur très raide, c'est une espèce de tige, une grande brindille très, très, très linéaire. Oui, sans harmonie. Avec une tête blanche, qui peut être à 2 ou 3 fleurs, je crois. Mais toi, ce que tu as vu au Caire ou en Inde, c'est quand même... Enfin, les deux, elles avaient une odeur qui était similaire, que tu as retrouvée. Oui. Ça, qui est quand même une odeur aussi très particulière. C'est presque insupportable, tellement c'est fort. Alors, moi, je sais pas pourquoi je dirais qu'il y a un côté sexuel, mais je sais pas pourquoi. Complètement. Ouais. Complètement. Les parfumeurs la décrivent de cette manière-là. Ouais. Hein. Elle a un côté très animal. Oui. C'est une fleur blanche ultra puissante, très compliquée à travailler d'ailleurs en parfumerie. Oui, parce que j'en cherche tout le temps et j'ai du mal à trouver de bons parfums à base de tubéreuses. Ouais. Il y a un parfum très... C'est âpre presque. Oui, complètement. Ouais.
Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Shyamala Maison Dieu, la parfumeur, avait imaginé la travailler, parce que elle le voyait un peu comme un challenge et une possibilité de se donner carte blanche sur une fleur qui, commercialement parlant, est très difficile en fait, oui. pour une marque. Et ce que j'ai retrouvé en fait, c'est dans la création de son parfum, c'est que il y a énormément de douceur. Donc toi, tu es photographe depuis combien de temps? Je sais pas. 20 ans, non? Un peu plus quand même. Je te rajeunis. J'ai commencé à être photographe, je dois avoir 30, professionnel, hein. Je dois avoir 35 ans. Parallèlement à ton travail de fleuriste ou j'ai quitté enfin les fleurs, parce que j'étais quand même monté à Paris pour être photographe, mais j'ai d'abord été fleuriste, hein, parce que c'était trop dur d'être photographe. Donc voilà, il y a eu un moment donné, je faisais les deux. Et puis à un moment donné, je me suis jeté à l'eau, je suis rentré à l'agence Vue en 1995. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, je vais commencer à être photographe, quoi. Ouais. C'était un peu compliqué tout ça. Et tu photographies uniquement en 6.6 Oui, je photographie uniquement avec un appareil argentique. Je ne suis pas passé au numérique, il y a un 6.6. J'aurais pu passer au numérique, mais il n'y a pas d'équivalent. J'ai rien contre le numérique, mais en tout cas, j'ai l'impression que si je ne suis pas dans cette boîte, parce que le 6.6, c'est comme une boîte, si je ne suis pas dans cette boîte, je ne vois rien. Et donc, pour revenir au parfum de Shyamala, je retrouvais la douceur. Il y a énormément de douceur dans tes images. Il y a une lumière extrêmement douce. Et Shyamala a fait une tubéreuse très douce. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi. Oui, sucrée, un peu sucrée. Très enveloppante, oui, à l'image de tes images. Est-ce que c'est un parfum que tu as aimé? C'est la première fois que tu faisais cet exercice de présenter tes images à un parfumeur? Ah oui. Oui, mais par contre, tu as eu une autre expérience dont on pourrait parler, c'est tout le travail que tu as fait justement pour Givaudan, la maison Givaudan. Alors oui, la maison Givaudan m'a donné une carte blanche pour aller photographier leur matière première. Donc je suis allé d'abord au Maroc photographier les roses, la rose de Damas, ouais, et les iris. Alors les iris, j'ai appris qu'on n'utilise pas la fleur, mais le rhizome. Tout à fait. Donc ça, je l'ai appris en travaillant. C'était assez fascinant d'aller découvrir les champs d'iris dans les montagnes, un peu comme ça. C'est au milieu de nulle part, c'est complètement fascinant. Un iris sauvage. Après, je suis allé en Inde photographier la tubéreuse et le jasmin. Et puis, j'ai fini à Madagascar. J'ai photographié la vanille. Et aux Comores, ylang-ylang. Et sur l'ensemble de ces fleurs que tu as pu photographier, quelle serait celle qui t'a le plus étonné? Ylang-ylang. Pourquoi? Parce que c'est encore plus déroutant que la tubéreuse. On ne sait pas si c'est entre amour et haine. Oui, c'est incroyable, ylang-ylang. Ce qui fait que ylang-ylang, dès le lendemain, je suis arrivé à Paris, dès le lendemain, je suis allé acheter un flacon d'ylang-ylang. Tellement j'étais fasciné par cette odeur. Mais c'est trop aussi, hein. On ne peut pas en mettre tous les jours. Ça vous enveloppe. C'est écœurant aussi. Alors que j'aurais pas dit ça de la tubéreuse. Pour toi, la tubéreuse, elle ne t'écœure pas? Non. Alors qu'ylang-ylang, oui. Mais c'est fascinant. En même temps, ça emporte. C'est incroyable, ylang-ylang. Mais en tout cas, c'est grâce à ce travail en Inde que j'ai commencé mon nouveau travail autour des fleurs. Ce travail que je continue. En Inde, je suis allé dans le Tamil Nadu photographier. Et maintenant, je travaille surtout à Calcutta, autour du plus grand marché aux fleurs de l'Inde. Et c'est ces images-là qui ont été présentées à l'exposition. Oui. Et c'est un marché, tu me racontais, c'est un marché où tu allais tous les jours? Je travaille comme ça tout le temps. Quand j'aime un lieu, je reviens inlassablement jusqu'à temps que je sois inspiré. Je travaille toujours comme ça. Enfin, là, je retourne prochainement dans le Tamil Nadu
Parce que le premier contact que j'ai eu, c'était un marché aux fleurs dans le Tamil Nadu, à Coimbatore. Donc, je vais y retourner. C'était mon premier coup de cœur. Mais je travaille toujours comme ça. Je reviens, je me fidélise aux gens. Je peux mettre un peu en scène, des fois la nature morte. Voilà, je suis très présent. Qu'est-ce qui t'a le plus fasciné dans ces marchés aux fleurs d'Inde ? C'est lié à mon enfance aussi, parce que enfant, ma première fascination, c'est les fleurs dans notre jardin. Donc, je suis tout le temps... c'est comme une énorme madeleine, quoi. Je suis tout le temps... je sors pas de cette fascination, et j'ai l'impression que j'ai 5 ans et que je m'oublie. Ouais, qu'est-ce qui te fascine autant dans les fleurs ? C'est leur couleur, leur odeur, Ouais, c'est tout, quoi. C'est l'absolue beauté, quoi. C'est... Leur fragilité ? Ah ouais, je sais pas pourquoi. C'est compliqué, ça. J'ai aimé les fleurs. J'ai l'impression que j'ai ouvert les yeux et j'ai aimé les fleurs. Et ça a fait rire tout mon entourage, d'ailleurs, tout de suite. Il aime les fleurs. Je l'ai souvent entendu. Quand j'étais môme, mon père, il disait que j'étais une fleur bleue. Et puis il n'avait pas tort. Tu es né dans quelle région de France ? Moi, je suis né en Anjou, donc c'est très doux. Hein. Il y a une odeur que tu associerais à ton enfance, justement, à ce territoire d'Anjou ? Je sais pas. C'est drôle parce que si j'associais une odeur à mon enfance, c'est plutôt la rivière qui était pas loin de chez moi. Donc c'est l'eau douce. L'eau douce, la fraîcheur, ouais. Quelque chose d'aqueux. J'ai passé beaucoup de temps près de la rivière. Ah oui. Comme une fleur qui a besoin d'eau. J'y allais beaucoup. C'était mon refuge. Et puis à l'époque, les enfants, ils étaient libres. Il n'y avait pas d'interdit. Donc j'allais beaucoup la voir. J'observais beaucoup l'eau. Donc j'avais beaucoup les mains dans l'eau. Je soulevais les pierres. Et là, il y a beaucoup d'odeurs, d'eau douce. Et c'est fascinant, cette odeur. Ouais, c'est plus ça. Pour toi, l'Inde, ça sent quoi, justement ? Quelle est l'odeur qui... L'odeur de l'Inde, c'est assez compliqué parce que quand je vais évoquer le marché aux fleurs, mais le marché aux fleurs, ça sent autant la tubéreuse que ça sent la pisse. Donc tout se mélange. Mais c'est pour ça que c'est fascinant. C'est pour ça que c'est fascinant. C'est un pays fascinant, autant de beauté et de déchets souvent. La vie se mélange, des rites. Franchement, moi j'invite tout le monde à aller visiter le marché aux fleurs de Calcutta parce que je pense qu'il va disparaître. Des fois, quand j'y suis, je me dis mais c'est l'équivalent des halles à Paris qui sont transformées en Rungis. Bon, personne ne fait Rungis, c'est juste pas possible. Et ben là, ça va arriver. Et alors que là, il est près du Gange. J'allais dire le Nil, mais il est près du Gange. Et il y a les rituels, il y a les brahmanes qui sont là. Donc j'assiste à plein de scènes où je discute avec les gens. Ils m'expliquent qu'ils viennent pour le deuil de quelqu'un dans leur famille. Donc pour eux, la purification se passe là, dans le Gange. Donc ils viennent, on leur rase la tête. Donc j'assiste à ces scènes que je photographie pas. Par contre, des fois, je demande aux gens d'être en scène, mais pas c'est pas mon thème, la religion. Mais par contre, ça m'intéresse de leur poser des questions, de savoir pourquoi ils sont là. Donc, il y a la vie, la spiritualité qui se mélangent aux fleurs. C'est complètement fascinant. Hein. Est-ce qu'on peut aller voyager ensemble en Égypte ? Tu nous emmènes en Égypte un petit peu ? Parce que je sais que tu as passé beaucoup de temps en Égypte. Ah oui, j'adore l'Égypte. Je pourrais commencer évidemment par, je sais pas pourquoi, la première chose à laquelle je pensais, c'était les mangues. Les mangues ? Ah ouais. Les mangues en Égypte, j'ai habité pas mal de temps au Caire pendant l'été. Franchement, un des grands plaisirs, c'était d'aller tous les jours au souk et de m'acheter des kilos de mangues. Et ça sent fort et c'est fascinant. Ah oui, c'est le pays rêvé pour les mangues, l'Égypte. Même si je crois que la mangue, elle est indienne à l'origine. Mais je pense qu'elle est encore meilleure au Caire parce que les conditions climatiques sont meilleures en Égypte. Elles sont propices à avoir, alors que c'est pas endémique, mais à avoir vraiment le meilleur goût. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de variétés. Et ça sent fort et c'est presque pareil, écœurant tellement c'est fort, mais c'est divin. J'ai jamais mangé d'aussi bonne mangue qu'au Caire. Et l'odeur que tu associerais à l'Égypte, ce serait
La mangue, ou c'est juste Non. que là, tu en penses parce que Parce qu'on est en été, que je pense aux Ouais. mangues, mais dès que je suis sorti de l'avion, j'ai senti qu'il y avait une odeur particulière. Et ça, je sais pas, j'ai du mal, une odeur de fer, de soufre, quelque chose d'un peu inquiétant, comme une fin du monde qui arrive. Mais la chaleur, c'était écrasant. Je suis arrivé en plein été. Et j'ai aimé ça tout de suite. Dès que je suis sorti de l'avion, j'avais l'impression que j'étais amoureux du pays. par l'odeur. T'es tombé amoureux, tu penses, de l'Égypte déjà en le sentant? Je partais dans des... C'était mon plus beau voyage, donc j'avais pas beaucoup voyagé, j'étais pas sorti de l'Europe. Donc évidemment, j'étais prêt à être ébloui. Mais j'étais totalement ébloui, bien plus que ce que je pensais d'ailleurs. Parce que je suis arrivé au Caire parce que j'étais amoureux. Je n'ai retrouvé Chérif, mais je voulais pas y faire de photos, par exemple. Alors que ça a fait le corps de mon travail pendant 30 ans. C'était pas du tout mon intention. Hein. Je venais juste pour le voir. Mais j'étais tout de suite embarqué dans quelque chose qui m'a complètement enveloppé. Fasciné, tout. Alors après, le jasmin, parce que quand j'allais dans le souk, T'as découvert des odeurs justement en Égypte que tu ne connaissais pas? Là, à l'époque, c'était quand j'allais dans le souk, et puis le souk des épices. Alors là, ça m'a fasciné à un point inimaginable. D'ailleurs, j'y ai travaillé, j'ai travaillé avec les ouvriers qui travaillent ces eaux-là. Hein. Quelles sont les épices un peu phares de la cuisine égyptienne? Ils en utilisent beaucoup. Il y a un plat qui est très bon en Égypte, c'est le marchi. Mais ça, je ne saurais pas dire. Je sais qu'il y a plein d'épices dedans. C'est du riz qu'on enveloppe dans des feuilles de chou. C'est divin, ce plat. Mais le souk, là, ça sent le cumin, la cannelle, l'anis. C'est fascinant parce qu'ils broient des épices sur partout, place, sur place. Et là, on voit les gars qui travaillent. C'est un peu un boulot de damné quand même. Enfin, c'est pas quand même. Et tout le monde sourit. Enfin bon, c'est comme ça. Hein, mais c'est fascinant parce que j'ai pas vu un autre endroit au monde où le souk est autant préservé. C'est ça qui est fascinant au Caire. C'est que c'est pas un souk pour touristes. Il y a une toute petite partie pour touristes. Et dès qu'on s'échappe de la partie touristique, on est dans un vrai souk avec les Égyptiens. Ça, c'est vraiment... sans cela, l'Égypte reste complètement magique. C'est pas aseptisé. Et tu as également fait un travail important au Ghana. Ah oui, mais alors là, c'est marrant. Les odeurs au Ghana, ça va être à Jamestown, le port d'Accra. C'est la mer, c'est pareil, c'est entre fascination et saleté. Ah si, il y a une odeur incroyable, ça y est, je l'ai, l'odeur du Ghana, c'est l'odeur de poisson fumé. Le long des plages, il y a les femmes qui font... qui fument du poisson avec des feux de bois, enfin avec avec du charbon. Du charbon. Ouais, okay. Et c'est ça l'odeur la plus marquante pour moi au Ghana. Ouais. Est-ce qu'il y a des odeurs qui te mettent mal à l'aise ou qui te dérangent? Oui, il y a enfant, il y avait une odeur qui me dérangeait beaucoup. C'est quand ma mère me disait, écoute, va à la boucherie acheter des steaks ou du jambon blanc. Je supportais pas. Il y avait quelque chose que j'associais à la mort. Dans la boucherie, ouais. Et du coup, j'avais une répulsion très forte de la viande, du sang. Je suis pas végétarien, mais presque. Depuis tout petit, d'ailleurs. Quelles seraient tes odeurs préférées aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'elles sont issues de tes voyages, de tes rencontres ou de ton enfance? J'ai une madeleine que je perpétue un peu, que j'entretiens. C'est l'héliotrope. Ok, pourquoi? Alors l'héliotrope, c'est pas non plus une fleur très très connue. Non, elle n'est pas à la mode. Non. Mais j'ai lu un petit truc sur le net et elle a été à la mode au début du XXe siècle. C'était très chic d'avoir des héliotropes. Maintenant, c'est plus du tout. Mais ma grand-mère, c'était sa fleur préférée. Et donc, tous les ans, il y avait un rituel. On achetait 3 pieds d'héliotrope qu'on mettait dans la cour. Et c'était vraiment sacré, quoi. Et l'héliotrope, ça sent divinement bon, quoi. Déjà, c'est la couleur de l'héliotrope, c'est étonnant. Enfin, il n'y a pas de hasard. C'est la couleur préférée de ma grand-mère, c'est le mauve. Et l'odeur. Et donc, moi, j'ai dans mon jardin, tous les ans, j'ai 3 pieds d'héliotrope. En souvenir de ta grand-mère? Oui, tous les ans.
Après, il y avait un rituel avec ma grand-mère. C'était quand on se préparait pour aller à la messe. Voilà, j'allais à la messe uniquement avec ma grand-mère. Et donc, c'était de se mettre un peu du sambon, enfin, je sais plus, c'est de la lavande. Ouais, de la lavande, ouais. Ou une petite eau de Cologne, peut-être. Ouais, une eau de Cologne, ouais. À base de lavande. Ouais, donc ça, c'était vraiment aussi très... Et c'est pareil, j'arrive pas à trouver... je cherche tout le temps des odeurs de lavande qui vont me plaire. Et donc, des fois, j'achète des savons à la lavande, mais j'ai pas de parfum. J'ai pas mal de parfums chez moi, mais j'ai rien qui... Tout me déçoit. C'est comme si je préférais cette odeur cheap que j'ai connue dans la pièce de ma grand-mère, où il y avait pas d'eau courante, il y avait rien. Et je revivais très, très modestement. Mais ma grand-mère avait du goût. Tu penses que c'est elle qui t'a justement un peu éduqué sur ton goût? Ouais, je suis sûr. Oui, elle avait du goût. C'est clair. Il y a d'autres fleurs que tu aimerais bien remettre à la mode, comme l'héliotropes? Ou que tu, ce que je disais, les glaïeuls, les glaïeuls, les œillets, ouais. Toutes ces fleurs qui sont considérées comme ringards. Il y a une fleur que j'adore, mais elle sent pas, c'est les dahlias. Malheureusement, ça sent pas. Et pourtant, quand on voit un dahlia, c'est tellement sensuel, un dahlia, qu'on a envie de se mettre la tête dedans. Et moi, j'en ai dans mon jardin. Il me fascine, surtout les dahlias décoratifs. Ces grosses têtes comme ça, on a l'impression que ça va dégager. Alors on se baisse et on est frustré. Et par contre, il y a quelque chose de génial dans le dahlia, c'est quand vous coupez, ça sent. Est-ce que c'est le fait de te sentir proche de la nature et d'avoir toujours eu justement cette thématique, cette espèce de fil rouge qui revient régulièrement, d'avoir cette envie de photographier la beauté, qui te donne aussi cet attachement aux odeurs, parce que tu en parles très bien, tu as toujours quelque chose à raconter sur que ce soit par exemple tout ça, c'est de longue haleine, je trouve. Tout ton travail, le travail que tu as fait sur ta grande-tante ou tante Juliette, par exemple. Juliette. Ouais. Est-ce que, quand tu racontes ta grand-mère avec l'héliotrope, est-ce que Juliette, c'est aussi quelqu'un que tu associerais à une odeur en particulier? Ma tante Juliette, j'associe aux noix. Aux noix? Oui. Pourquoi? Parce que c'était une tradition familiale. Moi, je suis d'un village. Mon père est du village à côté, donc j'allais voir mes grands-parents qui étaient fermiers. Voilà, donc là, c'était l'odeur du fumier. Il y avait, dès qu'on arrivait, il y avait le fumier. Je trouvais ça fascinant. J'allais dans les étables, je courais dans les étables. Et c'est drôle parce que mon oncle, dernièrement, il m'a dit « t'aimais la sente ». C'est drôle. Sente, c'est l'odeur. C'est sa manière à mon oncle de dire l'odeur. Ah oui, pardon. Mais je le rejoins parce que les premières fois où je t'ai rencontré et qu'on a commencé à parler de l'exposition, en fait, je pense que on l'avait jamais fait jusqu'à présent, de faire appel à un parfumeur pour créer un parfum autour de l'exposition. Et c'est clairement ton travail et ton rapport aux fleurs, aux odeurs, que tu t'en rends pas compte, mais t'en parles tout le temps, en fait. Oui, non, je m'en rendais pas compte, on va dire. Mais même quand mon oncle m'a dit ça m'a surpris. Tu penses que cette sensibilité aux odeurs a un impact sur ton travail? C'est inconscient. Totalement inconscient, mais c'est vrai que quand mon oncle m'a dit ça, c'était drôle comment il l'a dit. Et là, oui, parce que je passais mes vacances parfois à la ferme. Tout ça pour en venir à ma grande-tante, c'est vrai que la ferme me fascinait, on y allait tous les dimanches et on allait voir tante Juliette. Et tante Juliette, c'était une ferme aussi très simple. Et c'était une belle ferme. Et souvent, moi, le grand souvenir que j'ai avec elle, c'était à l'automne. Elle me prenait et puis elle me donnait la main et on partait tous les deux et on allait sous les noyers. Et l'odeur de la noix aussi, ça sent fort les noix. Et je ramassais les noix avec elle. C'était un rituel. Elle m'embarquait comme ça. Et je pense qu'en plus, comme elle était très impulsive et tout, je l'imagine qu'on plantait tout le monde. Elle était comme ça, ma grande tante. Elle devait se dire, allez hop, lui je l'embarque et les autres ils m'emmerdent, je les laisse là, quoi. C'était elle, quoi. Elle était inouïe. Il y a une odeur qui te fait saliver. Ah oui, mais ça c'est ma grand-mère, elle faisait une crème aux œufs. J'adorais ça. Même la crème caramel, ça ressemble pas à ça. À partir du moment où j'en ai plus mangé chez ma grand-mère, j'en ai jamais mangé. Ma mère l'a jamais fait. Je sais pas pourquoi, elle a pas perduré. Pourtant, elle a appris la cuisine avec sa mère, c'est toujours comme ça.
Voilà, c'est comme ça que les choses se transmettent. Mais ouais, c'était ce que je préférais. Ouais. Et alors, je change de sujet, mais est-ce que dans ton intérieur, tu as un parfum? Est-ce que tu diffuses des odeurs dans ton intérieur? Ou est-ce que il t'arrive de diffuser des odeurs pour justement peut-être recréer une ambiance ou retrouver un voyage, retrouver un souvenir? J'aime, oui. Déjà, je crée beaucoup de courants d'air parce que j'ai peur que les mauvaises odeurs s'installent. T'as une peur des mauvaises odeurs? Ouais. Je déteste arriver chez des gens où il y a une mauvaise odeur. J'ai horreur de ça. Donc, du coup, par réflexe, j'ai tendance à ouvrir sans arrêt les fenêtres et à créer des courants d'air en me disant j'espère qu'il n'y a pas de mauvaise odeur chez moi. En fait, tu n'aimes pas les odeurs stagnantes. Oui, j'aime bien ce qui nous fait un retour à la rivière, tu sais, les odeurs de rivière qui sont très... Oui, je veux que ça se diffuse. Et j'ai toujours peur oui, quand on rentre dans une pièce où personne n'est rentré depuis longtemps, j'aime pas trop, quoi. Quels sont les parfums que tu aimes? J'aime les parfums orientaux. Décidément, ça me poursuit. Oui. Ah oui, c'est fascinant quand même. Qu'est-ce qui te fascine dans le parfum oriental? Je sais pas, c'est comme si ça incite au désir. Quelque chose comme ça. Ça l'éveille de tous les sens et c'est troublant. Pareil, c'est la beauté, le désir. S'il y a du désir, il y a de la vie. Donc, c'est fascinant. Mais c'est pareil, ça m'a fasciné en arrivant en Égypte parce qu'il y a un truc qui m'a beaucoup fasciné, c'est que les hommes se parfumaient. Les hommes portent des bijoux. Alors ça, moi, quand j'allais dans les champs, voir les fellahs, qui sont l'équivalent des agriculteurs que j'ai connus, moi, enfant. À Angers, dans ta région. Non, mais un agriculteur, un paysan avec une bague, ça, j'ai jamais vu, à part son alliance. Hein. Et puis alors, se parfumer. Mais même la première fois que je suis arrivé chez mes parents avec un parfum, mon père l'a mal pris. Hein. Il l'a senti? Oui, c'était un parfum très fort, un peu connu, habit rouge. Ah oui. Donc, il n'a pas supporté du tout. Et puis, en fin de compte, il s'est laissé séduire plus tard. Ouais. Tu lui as offert des parfums? À ma mère, très vite. Je vais faire Chanel 5, ma mère, tout ça. Et elle a adoré. Et maintenant, elle adore le parfum. Donc voilà, tout s'éduque. Et mon père aussi, j'aurais réussi à le conquérir, à le convaincre. À le convaincre. Du coup, ça t'a fasciné quand t'es arrivé en Égypte et que t'as rencontré des paysans égyptiens. Ouais. Déjà, je les ai trouvés beaux, élégants. Et parfumés. Parfumés. Ils avaient tout pour plaire. Tout simplement parce que la beauté en Égypte, surtout quand je suis arrivé, la beauté était masculine plus que féminine. Par exemple, chez les paysans égyptiens, les couleurs, c'est les hommes. La femme est en noir. La beauté était plus... Même être coquet, c'était pas un problème pour un homme, et je trouvais les hommes plus coquets que les femmes. Que les femmes. Oui, j'adorais l'élégance de ma grand-mère, de mes grandes tantes. Un homme était moins élégant pour moi dans ma tête. Donc moi aussi, j'avais des stéréotypes. Qui ont été un peu bouleversés en Égypte. Dans le bon sens pour moi. Ça m'a fait du bien. Ouais. Que ça bouge un peu et me dire que l'élégance, c'est pas que... Elle pouvait aussi être un attribut masculin. Oui. Est-ce que lors de ton travail de photographe, alors, toi, tu ne fais pas la partie... Je pensais éventuellement en parler, mais j'imagine que ça va pas forcément te... tu sais, étant donné que tu travailles avec un appareil photo argentique, un 6.6, est-ce que tu vas également en laboratoire avec ton développeur développer des tirages? Alors, si je l'ai longtemps fait. Hein, quand je suis arrivé à Paris... J'avais fait une école de photo pendant 1 an et donc j'avais appris à tirer. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais décidé de ne pas abandonner mon travail personnel. Et d'ailleurs, j'ai commencé à photographier les dames de mon village avec des bracelets de fleurs. Ça, c'est mon premier travail qui sera édité l'année prochaine. Qui sera édité chez qui? Au Bec en l'air, aux éditions du Bec en l'air. Voilà, je travaille dessus en ce moment. Et ce que je faisais, c'est que je vivais dans une chambre de bonne. C'est vraiment le cliché, mais c'était la vérité. Et une fois par mois, je me renfermais et je vivais avec les produits dans ma chambre, d'ailleurs, ce qui ne devait pas être très bon. Non. Comme je dormais avec, carrément. Et là, il y avait toutes ces odeurs c'est très drôle parce que quand je suis arrivé à Paris pour être photographe, à un moment donné, au bout de 6 mois, il a fallu que je travaille. Et j'avais 2 options. Soit j'avais fait horticulture, plus fleuriste, que je n'avais jamais exercé, ou soit j'entrais dans un labo pour développer des photos. Et je me suis dit que ça allait
parce que j'aimais ça. Et voilà, c'était très clair pour moi. Je me suis dit, non, il faut surtout pas que j'aille dans un labo. J'aurais été très malheureux dans un labo. Donc, j'ai choisi d'être fleuriste. On va terminer là-dessus, c'est pas mal. Je trouve ça très beau. Finalement, tu es un photographe de la nature, de dehors, de l'air, de la circulation d'air, de tout ça. Oui, c'est vrai. Ça n'a jamais été... c'est en parlant que je vois bien que c'est vrai. On peut pas te mettre... Tu sais, tu as commencé l'interview en me disant... de toute façon, quand j'ai commencé à travailler pour Givaudan, je leur ai dit, vous me donnez carte blanche ou je travaillerai pas. Parce qu'en fait, on peut pas me mettre dans une boîte. Non, j'aime bien être libre. Merci Denis. Merci Charlotte. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Gautam Shukla a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et bien sûr partager le podcast.